Je crois en fait que ce livre est très étrange parce que ce livre en fait il en dit long sur une pathologie. Parce qu'il nous parle du spectacle comme s'il n'y avait pas eu d'histoire. Il y a l'histoire. Napoléon. Napoléon, c'était le spectacle. Bon, et alors attends, attends, 30 secondes. 30 secondes. Louis XIV, c'était le spectacle. Alors c'est tout pas ça est ça. gommé. Non, on n'a pas lu le même livre. Non, on n'a pas lu le même. Non, on n'a pas lu le même. Tout ça est gommé. Alors il satanise le spectacle qui serait censé... il satanise le spectacle qui serait censé tout falsifier, qui serait censé pas régner ça, le tout sujet. seul. C'est pas ça, Il le nous sujet. explique... Attends, je suis en train de... Mais non, j'ai parce lu le qu'il nous livre raconte aussi, un comme autre toi. livre, là. C'est le livre que j'ai lu. Je veux dire, je peux prendre des extraits. Il nous explique que le secret se généralise, alors que j'ai l'impression qu'on entre dans une société de plus en plus transparente. Il nous dit que l'histoire disparaît. Pourquoi nous dit-il que l'histoire disparaît? C'est simplement parce que l'histoire ne va pas dans le sens qu'il souhaitait, depuis mai 68, c'est Alors, évident. là, Il nous dit encore... Il nous dit que la vérité disparaît, comme si au cours des siècles, comme si depuis 2 millénaires, la vérité n'avait pas disparu. Et puis alors, elle est apparue un temps, elle est escamotée maintenant par un système économique, c'est vous oubliez le système économique. Last but not least, hein, il nous dit que la démocratie est en train de se détruire. Hein. Oui. Bon. Eh bien, il dit ça, j'ai lu ce livre, alors que j'ai l'impression que la révolution démocratique est en marche partout. Hein. Il suffit de voir ce qui se passe, d'ouvrir ces journaux, de lire ces journaux. De notre époque. Alors, c'est-à-dire la Yougoslavie, l'Algérie, le Chili, etc. C'est-à-dire que M. Debord a écrit un livre très intéressant, mais il n'a pas lu les manuels historiques, et puis il ne lit pas les journaux. Alors il ne lit pas les journaux. Et alors, il explique... D'accord, je me permets. La version de... Et alors, attends, pour terminer, il explique tout par une gigantesque conspiration. C'est-à-dire Oui, alors là, qu'il y a c'est une la faiblesse immense du livre. conspiration. Ça, c'est tout à fait Il y a vrai. des conspirateurs C'est partout. tout à fait la faiblesse du livre. Oui, Mais oui, moi, oui. je voulais donner... Ça, il y a un côté parano qui voit une conspiration partout. Le fond de ma pensée, pourquoi ce livre Silence. talentueux, quoique légèrement jargonneur, je ne l'aime pas. C'est qu'en fait, d'une certaine manière, il ne dit pas, mais il légitime la violence. Il légitime la violence parce qu'il est en train de nous expliquer que le monde de conspiration dans lequel on s'installe est épouvantable, qu'il n'y a pas de démocratie, et donc effectivement, pourquoi ne pas... Bon, eh bien, c'est ça que j'accepte pas dans ce livre. J'accepte pas. Il y a une chose que je déteste, c'est le mot commercial, appliqué à un film. Parce qu'on dirait à chaque fois qu'il a suffi d'un coup de baguette magique sur un scénario pour qu'un film devienne commercial. Un film fonctionne quand il est fait avec une grande sincérité, et cette sincérité touche un plus ou moins grand nombre de personnes.
On n'aura jamais autant regardé le Pont Neuf depuis que ce magicien de cristaux l'a mieux fait apparaître en le faisant disparaître, sculpture éphémère déjà taillée dans nos souvenirs. Située à 2000 km au sud de Moscou, au cœur de l'Asie centrale soviétique, l'Aral est la 4e plus grande mer intérieure du globe. En 30 ans, sa surface a diminué d'1 tiers, son volume de 2 tiers, son niveau s'est abaissé de 14 mètres. La mer meurt de soif et si rien n'arrête le processus, dans 10 ans, elle sera rayée de la carte. Maman, si tu m'entends, je crois que oui. Prie pour que je puisse marcher de nouveau, pour que ces gens ici continuent à m'aider. Maman, je t'adore. Je t'aime, papa, mon frère aussi. Adieu, maman. Cendrillon vient de lancer sa propre partenaire sur son adversaire, mais ce n'est pas fini. Un saut périlleux arrière, du haut de la 3e corde, elle aurait pu se briser les vertèbres sur les barrières. Mais à ce niveau de combat, les catcheuses sont comme dans un état second et prennent des risques insensés. Cendrillon retrouve sa chambre, elle ne fait pas plus de 10 mètres carrés. Si elle gagne demain le match, elle aura la possibilité de louer un vrai appartement. Si je décroche un titre de championne, je gagnerai beaucoup plus d'argent. C'est pour ça que j'ai intérêt à mettre toute la gomme pour le match de demain.
Du pétrole dans le sous-sol du bassin parisien, ce n'est pas une nouveauté. Mais cette fois, la recherche a lieu non pas dans un quelconque champ de blé, mais à 2 km du château de Versailles, dans ce qu'on appelle l'arboretum. L'arboretum, c'est une immense réserve de 2000 espèces d'arbres, partiellement ouverte au public. Un public qui, de loin, peut aujourd'hui apercevoir des foreurs en plein travail. Et nous voici maintenant en Bavière, dans une région où les pluies acides ravagent les forêts. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Une présence peu rassurante pour les moscovites qui les ramènent 2 ans en arrière. Les transports de troupes blindées identiques prenaient position autour de la même Maison Blanche, mais alors c'était sur ordre des putschistes. Cette nuit, Boris Yeltsin montre sa détermination. Il sort les blindés des troupes parachutistes des bérets rouges. Il appelle les Spetsnaz, des commandos d'infiltration équipés de lance-grenades et de lunettes à infrarouge. Les moscovites s'installent dans la crise. Aux portes de l'usine de camions ZIL, dans la banlieue, les employés ne comprennent pas ce qui se passe. Mais pourquoi on appelle le peuple aux armes, dit cet homme? Une armée et des policiers qui ferment les yeux. Chaque matin, des cadavres sur les trottoirs,
des maisons incendiées, la plupart des magasins de la capitale restent fermés. L'intimidation demeure la seule arme des duvalieristes pour empêcher les élections. Colère, indignation, crime et surtout incompréhension. Cette marche se voulait démocratique, elle a viré au cauchemar. Malgré l'aurore, on restera toujours debout. Vive l'Algérie libre! À Valais des Est sorti en quelle année? 1883 exactement. Voilà, c'est bien. Donc 1883, c'est quel siècle? Oh là là. Alors là, on est en quel siècle actuellement? Hein? Au 20e. Donc 1883, ce sera quoi comme siècle? Si c'est pas le 20e, c'est le 18. Le 19e siècle, voilà. Hein. Donc cela est né pendant cette période du 19e siècle. Mais en quelle année exactement? Il est né en 1840. Voilà, il est né en 1840. Ah, il est vieux lui. Son livre a été édité en 1883. En fait, c'est pas question de prise de tête, c'est une question qu'on en a besoin, quoi. Parce que bon, éventuellement, comme on a un examen, ça va pas être que de la couture, hein, il va y avoir de l'enseignement professionnel, l'enseignement général, donc on est obligé de savoir un peu tout. Hein. Il n'y a pas qu'en couture qu'on doit savoir plein de choses. Hein. Puis moi, j'aime bien surtout le français, quoi. Je veux dire, ça nous en met plus dans la tête. Hein. Corentin-Mel, il est en 3e ESAC dans ma classe. Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Je vais rentrer dans l'armée, faire un stage militaire. Hein? L'armée de l'air, un truc comme ça. Je sais pas. La guerre, un truc comme ça, quoi. La guerre, ça te plaît? Ouais. Ça te gêne pas, beaucoup de morts? Oui. Beaucoup de morts, on va tous mourir. Alors, ouais, mais il faut mourir tard que jamais, quoi, c'est ça. L'année scolaire 1991-1992, plus d'une centaine d'enseignants ont été agressés dans l'exercice de leurs fonctions. Et je ne vous parle que des régions, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Qui a changé? Les élèves, les collèges, les profs? Il y a 10 ans, on ne parlait ni d'agression ni de peur dans les établissements scolaires. Mais le mal couvait. Depuis, la violence de la rue est entrée dans l'école, et pas qu'en banlieue, pas qu'en région parisienne. Lorsque je suis descendu le vendredi 27 novembre sur la cour, comme je fais d'habitude, un individu m'attendait ici pour me demander les comptes concernant, entre guillemets, une délation que j'aurais fait à son égard. Mais avec la violence de son art, la violence du langage de la rue est entrée dans l'école. Ainsi, grossièreté et insultes se pratiquent comme un sport dans les couloirs et les classes de la plupart des collèges de banlieue. Nous sommes dans le 93, donc c'est nique ta mère. Et puis en plus, je m'appelle Herbert. Alors Herbert, nique ta mère, ça rime très bien, n'est-ce pas? C'est vieille pute, c'est enfin vraiment toutes les injures sexuées au féminin. On laisse faire. Il y a certains élèves qui systématiquement, pratiquement, crachent à la figure des enseignants et on ne fait rien. Et un camarade mal, ça y est, vous commencez à crier, mais moi si j'étais une prof, j'ai une dépression, moi. On est obligé de les garder. On les oblige à les garder. Les profs, ils sont au plus haut niveau et nous, on est tout en bas. C'est pas normal? C'est pas normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'ils... Même si, attends, franchement, ils sont plus âgés.
Mais il y a certaines choses que nous, on doit avoir le droit de faire. Ouais. Comme en permanence, normalement, on a fini notre devoir, on peut s'amuser un peu. On peut discuter, ils veulent qu'on travaille, ils veulent même pas qu'on dise un mot. Quelqu'un qui ne peut pas se faire respecter, c'est vieux comme le monde, ne va pas être entendu. Les menaces, oui, puisque certains m'ont attendu déjà avec des battes de baseball, donc... Mais bon, je n'ai rien eu. C'est vrai que par moments, je me souviens qu'avec ma collègue, quand on partait à pied, on ne prenait jamais le même chemin, 2 soirs de suite. Pour pas qu'ils nous repèrent. Va te faire sucer. Je sais que t'en as très envie. C'est la chance. Ton répondeur qui pue la merde, là, enculé. Mais quand on rentre chez soi, quand vraiment il y a des soirs, il y a certains soirs, vraiment on ne veut pas entendre parler du collège. On arrive, on met son répondeur et on entend des choses comme ça. Évidemment, on sait que ça vient du collège. Alors on se sent un peu pris au piège, comme si ça y est, ils nous avaient trouvés et que maintenant ça n'allait plus jamais finir. C'est vrai que les bus s'arrêtent plus systématiquement devant le collège. C'est exact. Pourquoi? Il est agressé. 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 Agressé, ça agresse plus. Madu Taureau, Minguette, Aulnay 3000, Valfouré, c'est vrai que prof ou instit sont des métiers à haut risque dans ces banlieues que l'éducation nationale désigne comme des secteurs difficiles, en accordant d'ailleurs une prime spéciale à ceux qui s'y risquent. Normalement, ils devraient se mettre en rang devant la porte quand ça sonne, seulement ils ne le font jamais. Donc je rentre avec 4 ou 5 élèves, puis après ils arrivent les uns après les autres quand ils ont fini leurs histoires, ou de jouer, ou de s'amuser dehors. Donc je vais mettre 10 minutes pour les faire tous rentrer. Je suis obligé de rester à la porte, parce qu'on ne peut pas ouvrir la porte de l'extérieur sans la clé. Par contre de l'intérieur, donc je fais portier. Et quand ils sont tous rentrés, il faut que je les fasse asseoir. Parce que bon, ils ne le font pas tout seuls. Il faut, même dans certains cas, faire asseoir chaque élève. Donc on prend le temps qu'il faut. Parce que je ne peux pas commencer à faire cours si les élèves sont debout. Puis après, le problème, c'est les faire taire. Vous vous taisez! Oh! Vous êtes en cours! J'arrivais dans la salle, dès que j'arrivais, ça se calmait. Mais j'avais le temps de voir qu'au fond de la classe, il y en avait 3 qui dansaient sur les tables, qu'il y avait la radio à fond, il y avait une grosse radio à fond, qu'il y en avait qui bouffaient, il y en avait qui dansaient. Et le prof était scotché sur son tableau en train de faire le cours tout seul, au bord des larmes, le prof. Et il ne faisait rien. On était vraiment assis sur une bombe, mais vraiment la bombe était à 2 minutes de l'explosion. Ils ont brûlé le collège, enfin ils ont brûlé une partie du collège. Ils ont mis le feu. Cet étage est dans cet état-là parce qu'il n'a pas brûlé. Sans compter que dans certains établissements, les problèmes d'intégration sont parfois décuplés. En moyenne, ces collèges accueillent 30 à 40 races ou ethnies différentes. Quel échec pour le système scolaire? Quel échec pour la société même, c'est tout. Vérification du phénomène des vases communicants qui font que la violence de la rue finit par entrer dans les cours des écoles. Peu de temps après les événements de Vaux-en-Velin, les agressions d'enseignants se sont multipliées là-bas. Est-ce que c'est normal de taper sur les profs? Ah ouais, s'ils tapent, ceux qui nous cherchent, ils nous cherchent, ils nous trouvent. Ils nous cherchent, ils nous trouvent. Vous avez quel âge, vous, dans l'ensemble? Moi, j'ai 15 ans. 15 ans. Toi? 14. Ah, je sais. Non, allez, 13 ans et demi. Ouais, vous êtes tous au collège? Ouais. Même si une fois, mon directeur il m'a frappé. Parce que comme je sais pas bien lire, j'ai pas voulu lire parce que j'ai honte. Il m'a amené au bureau, il m'a tarté. J'ai amené mon grand frère, il s'est expliqué, il l'a pris, il l'a soulevé, il l'a jeté du bureau. C'est vrai? C'est pas vrai, ton grand frère il a fait ça? Je vous jure, il a fait ça, mon grand frère. Comme il connaît pas mon grand frère. Et il a eu des embêtements ou pas, ton frère? Non. Comme il connaît pas mon grand frère, et comme mon grand frère l'a alarmé. Mais ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Tu trouves ça normal, toi? Ouais. Ils nous insultent quoi, des Arabes? C'est pas normal, ça, monsieur. Vous trouvez que moi, je vous insulte de français? Je trouve que c'est normal que des élèves travaillent à l'école, oui. Ouais. Et comme je vous l'ai dit maintenant, j'aime pas lire. Il m'a dit, allez, tu lis. J'ai dit, non, pourquoi? J'ai pas envie de lire. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard si tu sais pas lire? Je sais pas, moi, sport-études. Chômage. Chômage. Non, je veux pas aller au chômage, moi. Jean Jaurès, c'était un cocktail Molotov lancé dans le bureau de la principale. Mettre le feu quelque part, ça fait partie un petit peu des choses banales. Et 8 jours après, explosion dans les toilettes du lycée de Bobigny, une bombe artisanale. Je vous parlais des agressions jusqu'à présent à main nue, mais
j'ai vu des enseignants agressés à l'aide d'armes. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Donc, n'oubliez pas que la nuit prochaine, nous passerons à l'heure d'hiver. Cette nuit à 3h, il sera 2h. Autrement dit, avant de vous coucher, vous retardez vos réveils d'1 heure. On raccourcit le temps. La nuit prochaine à 2h, il sera 3h. Ladies and gentlemen, we interrupt this program to bring you important news. Word has just been received from the Atomic Energy Commission that due to a change in wind direction, the residue from this morning's atomic detonation is drifting in the direction of St. George. It is suggested that everyone remain indoors for 1 hour or until further notice. There is no danger. Случилась Хиросима. Все думали, что это нас не касается. Это действительно так, это нас не коснулось. Случился Чернобыль. Все думали, пронесет. Все правительство, все говорили, все нормально, не волнуйтесь, все хорошо. Можно есть грибы, можно гулять, можно все. Нет проблем. Теперь прошло 5 лет. И теперь Чернобыль вошел в каждый дом. Voici le cadeau du G7 à l'Ukraine, lui donner les moyens d'achever cette centrale nucléaire en construction. Mais pour remplacer Tchernobyl, c'est-à-dire 7% de l'énergie du pays, il faut plus que ça. De son côté, l'Ukraine joue au marchand de tapis. D'après Mikhail Oumanets, il faudra 30 ans pour rayer Tchernobyl de la carte. Le patron du nucléaire ukrainien estime aussi que la refonte de la politique énergétique du pays demandera au moins 30 milliards de francs et que pour sauver l'Ukraine, c'est 6 nouveaux réacteurs qu'il lui faut. Aujourd'hui, dans sa déclaration, le G7 a consenti des prêts supplémentaires à l'Ukraine, jusqu'à 22 milliards de francs. Maintenant, dans 30 secondes, nous allons lancer LCI, la première chaîne d'information continue française. Alors LCI, eh bien, ceux qui ont le câble vont le découvrir dans quelques instants. Ce sera une chaîne d'information continue, c'est-à-dire qui émettra en permanence, avec des journaux à l'heure et à la demi-heure. Ce sera une chaîne d'information permanente. Ceci veut dire que lorsqu'un événement le justifiera, eh bien, nous prendrons l'antenne et nous la garderons tout le temps nécessaire. Grande fluidité au service de l'information. Et enfin, ce sera la chaîne du libre débat. 5, 4, 3, 2, 1, top LCI. Personne n'a eu le sentiment qu'il faisait mal ou qu'il s'endormait sur ses dossiers ou qu'il choisissait des intérêts financiers plutôt que l'intérêt des malades. Personne n'a eu ce sentiment-là. Vraiment, sincèrement. Que plus tard, on s'est aperçu que la maladie était beaucoup plus grave que ce qu'on croyait. Et que cette maladie-là, on ne savait pas la soigner. Que probablement, nous devons, et nous aurions peut-être dû aller plus vite, c'est possible, mais nous devons aujourd'hui être extraordinairement solidaires avec ces gens-là. Tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants qui souffrent. Être meilleurs pour l'indemnisation, meilleurs pour le suivi médical. Là, nous avons un effort à faire et j'y participerai autant que faire se peut. Lorsque l'on dit que la transfusion est devenue tout à fait sûre, on n'est pas rigoureusement juste. Il y a encore un petit risque qui existe. Est-ce que pour ce petit risque que nous connaissons aujourd'hui, est-ce qu'il doit interdire les transfusions ?
Je voudrais simplement demander aux Français qui nous écoutent. Petit risque de quoi? Que feriez-vous? Pour le sida et pour d'autres maladies. Pour le sida et pour d'autres maladies. Que feriez-vous si vous étiez aujourd'hui ministre de la Santé et que vous étiez devant le choix? Soit j'interdis toutes les transfusions, soit je sais qu'il y a encore des risques de contamination par les transfusions que je mets dans les hôpitaux français et que j'offre aux Français. Que feriez-vous? Vous évalueriez le risque. Vous essayeriez de savoir de combien ce risque à combien de personnes est-ce qu'il peut toucher. Et une fois que vous avez évalué ce risque, vous êtes obligé de prendre votre décision. Quelle décision prendriez-vous aujourd'hui? Sachant que ce risque est pas très important, mais qu'il existe. Et nous étions à l'époque dans une situation semblable. Et puis le risque est devenu immense, énorme, considérable. C'est-à-dire qu'on ne savait pas quel était le risque. Mais on ne savait pas à l'époque que ce risque serait aussi considérable. Ce risque existe encore aujourd'hui, il existera encore demain, il est le risque de la vie. Et à ce titre-là, je peux vous dire que je me sens totalement responsable. Et responsable de la prise de risque aussi, qui est terrible, parfois tragique, mais qui est la grandeur et la difficulté de ces métiers-là. Il se plaignait de ne pas assez dormir, voilà qu'on écourte ses vacances. Silvio Berlusconi a de quoi être sur les nerfs. Sa majorité se désagrège chaque jour un peu plus, la lire s'effondre et il traîne toujours son empire comme un boulet. Il y a beaucoup de gens qui agissent en ce moment contre les intérêts du pays, alors je dois abandonner mes vacances en Sardaigne. Car pendant toute cette cérémonie, on aura vu des images inhabituelles, des images que Pierre Bérégovoy aurait sans doute voulu voir, des images que ses proches auront vues. Édouard Balladur, le Premier ministre, René Monory, le président du Sénat, Philippe Séguin, le président de l'Assemblée, Valéry Giscard d'Estaing, Charles Pasqua, Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Michel Rocard, tous étaient sur le même banc, la classe politique française réunie dans un même recueillement. De l'autre côté, la famille de l'ancien Premier ministre, son frère, ses enfants, ses petits-enfants.
Et puis devant, Madame Bérégovoy, entourée par François et Daniel Mitterrand. Tout au long de la cérémonie, l'émotion. D'abord, pendant l'homélie prononcée par l'évêque de Nevers, Monseigneur Moutel, homélie tournée sur le mystère. Nul ne connaît le cœur de l'homme. Dieu seul pénètre le secret de nos vies et le mystère qui habite chacun d'entre nous. Nul ne peut juger son frère. Les détails de la cérémonie avaient été réglés par la famille elle-même, la famille qui avait voulu notamment écouter la News Dei de Rossini, que Pierre Bérégovoy aimait. Paris déborde d'enthousiasme et la scène n'y est pas pour grand-chose. C'est l'art qui en est le grand responsable. Leur pain quotidien, dans ce climat d'occupation, c'est la collection Barnes, ou plus loin, le sourire de la Joconde. L'autre côté de la scène, c'est la même chose. Le maître mot, c'est patience et longueur de fil. On a la chance qu'il ne fasse pas trop froid aujourd'hui. Et puis c'est l'occasion pour mes enfants de voir quelque chose d'exceptionnel. Il y a quelques bousculades, mais sans violence. Il y a quelques arrestations aussi, quelques banderoles, affichés mots « Soutenons les réformes démocratiques ». Les slogans, eux, sont toujours les mêmes. « Nous voulons la liberté » ou bien encore « Nous voulons la démocratie ». Je voudrais vous dire et vous donner la preuve quand même quelque part qu'il s'agit bien de coups montés. On ne peut pas retrouver dans Le Monde, à 10h, à l'édition de 10h le matin hier, une page entière avec des interviews et la description de ce qui m'est arrivé une heure avant à mon domicile chez moi, sans que quelque part ce soit organisé. Organisé par qui? Organisé par ceux qui ont envie forcément de me distraire de ce pourquoi j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est-à-dire parler du chômage des jeunes, de l'Europe, de ma façon de concevoir les relations entre les uns et les autres. J'arrive pas parce que je passe mon temps. Vos concurrents, je passe mon temps à me justifier sur des attaques qui me sont portées, et avec une accélération qui me fait penser qu'effectivement, on a vraiment envie que j'aille pas jusqu'au 12. Je vous annonce, par exemple, en avant-première, que j'étais surpris de voir qu'on contestait la semaine dernière, on a fait tout le week-end sur mon bateau, parce qu'il avait un statut particulier qu'il a depuis 10 ans, c'est le même. Depuis sa création, il a ce statut-là. Il y avait une plainte aussi de la... Non, mais ça fait 10 ans, on s'aperçoit 10 ans après que c'est peut-être pas tout à fait le même statut. Si on en a parlé, c'est parce qu'il y avait une plainte. C'est parce qu'il est drapeau français, c'est le seul dans ce cas-là. Les autres, en principe, regardez sur la Côte d'Azur, ils ont des drapeaux panaméens, sud-américains ou Bahamas. Alors, il est français, c'est peut-être ce qu'on me reproche. Ce bateau, donc je ne comprenais pas pourquoi, d'un seul coup, ressortait une plainte de la douane sur un statut d'un bateau qui a plus de 10 ans. Eh bien, je vais vous dire pourquoi c'était. C'était parce que la semaine prochaine, donc la semaine dernière on a fait le bateau, cette semaine on a fait mes meubles, la semaine prochaine on va faire la demande nouvelle d'immunité parlementaire de tapis. De levée de l'immunité parlementaire. Oui, de nouveau. C'est-à-dire on en a fait 3 depuis la Ve République, on en aura fait 3 à moi en 9 mois. Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais me défendre en disant aux gens ce qu'ils ont, je crois, compris. On touche à mon honorabilité, il n'y a qu'un dossier pour l'instant qui m'a fait peur et qui m'a fait du mal, c'est celui de l'OM. Le reste, c'est en permanence des procès d'intention sur la manière dont je m'y suis pris pour me prendre mon argent. Depuis le départ, je préfère franchement ça
au fait d'être soupçonné d'avoir pris l'argent dans la caisse de l'État ou des collectivités publiques. Je saisis cette occasion pour renouveler devant vous et au nom de l'Organisation de libération de la Palestine ainsi qu'au nom du peuple palestinien notre engagement envers les accords de paix et leur application. Nous poursuivrons avec une ferme détermination et en toute sincérité. Ô notre cher voisin, cher et nouveau voisin, Monsieur le Premier ministre d'Israël et Monsieur le ministre des Affaires étrangères israélien, vous êtes nos nouveaux voisins. Avant, nous étions cousins. Moi et mon frère Faisal sommes des fils d'Abraham. Dieu le bénisse. Oui, nous sommes des enfants d'Abraham. Vous êtes des enfants d'Abraham. Nous sommes donc cousins et nous devons à présent être collègues, amis et voisins. Pas pour nous seulement, pour toute la région et pour le bien de l'humanité entière. De la politique, encore et toujours, avec vous, c'est normal, dans ce climat plutôt étrange qui surprend quand on a pris un peu de recul, à la fois serein et tendu, sans vraies empoignades politiques, mais avec des propos plutôt pointillistes, comme ceux tenus en particulier hier, en parallèle, par Madame Simone Veil et par Michel Rocard. Simone Veil pour donc une augmentation de la CSG, ça vous a surpris, Philippe ? Je crois qu'elle a été, comme tout le monde, surprise par l'ampleur des déficits sociaux et que le... Une surprise, ça vous ? Oui, je crois que le Premier ministre a fait des déclarations. Je crois qu'elle a été surprise par l'ampleur, oui. Et que le Premier ministre aussi avait calculé un peu plus modestement les déficits sociaux, et qu'au fond, elle se trouve dans une situation un peu bizarre, parce que c'est le ministre qui fait le contrepoids à Charles Pasqua dans ce gouvernement. Hein. Ouais, ce sont les deux figures emblématiques. C'est vrai que c'est pas le même genre de beauté. C'est pas le même genre de beauté. Alors, finalement, elle a un problème, c'est qu'elle a la ville dans ses attributions, mais pour le moment, au fond, les Français attendent surtout d'elle qu'elle comble les déficits sociaux, ce qui fait que sur le plan de la ville, parce qu'on va avoir dès demain un débat sur la ville qui va commencer à l'Assemblée, sur le plan de la ville, elle risque d'être un petit peu juste au point de vue budgétaire. Donc elle va se trouver dans une situation un peu... Moi, je n'ai pas trouvé que ses propos étaient tellement pointillistes, j'ai trouvé qu'elle était formidablement prudente, comme son chef de file. Il me semble que le ministre de l'Intérieur le sera probablement un peu moins quand il va commencer à parler de ses problèmes, mais je n'ai pas très bien compris pourquoi vous aviez dit que l'atmosphère était un peu étrange. Est-ce qu'il y a ce mélange de sérénité partagée et en même temps de tension, parce que la situation reste quand même préoccupante. Oui, c'est vrai, mais ça, tout le monde le savait. Moi, ce qui continue à formidablement me surprendre, c'est qu'au fond, pendant des mois et des mois, on nous a dit que la situation économique était plutôt bonne et que maintenant, les Français ont l'air d'avoir découvert tout d'un coup et sans aucune espèce de surprise qu'elle était catastrophique. Ils ne réagissent pas plus aujourd'hui qu'hier. Je trouve ça à la fois bien et en effet, peut-être on peut s'interroger sur cette espèce de, je ne dirais pas d'apathie, mais en tout cas d'acceptation d'une situation qui est quand même une situation exceptionnelle. C'est votre analyse, Serge ?
Sur Simone Veil ou sur la situation en général? Sur la situation en général qui entoure et qui colore en quelque sorte les propos de tel ou tel ministre. Moi, je crois que ça exprime assez bien, finalement, ce qui s'est passé avec les élections. Il y avait à la fois du rejet et pas un formidable enthousiasme pour une autre alternative de gouvernement. Donc, je crois que Édouard Balladur, son habileté et son intelligence, même politique, a été de traduire ça politiquement. Les équilibres qu'il a trouvés, la présentation même qu'il a faite de son gouvernement et de sa politique, tient compte de ça. C'est l'image d'une droite modérée, tempérée, et donc je crois que ça plaît pas mal à l'opinion, et que ça correspond assez bien à l'ensemble de la séquence. Acte en colère. Le sida, c'est la guerre. Acte en colère. Le sida, c'est la guerre. Acte en colère. Le sida, c'est la guerre. Dans un petit appartement proche de la place de la République, le quartier général d'Act Up. L'association compte aujourd'hui 200 membres actifs et plus de 500 sympathisants. Totalement autofinancée, elle refuse toute subvention afin de garder sa liberté d'action. Enfin, pour une fois que quelqu'un fait quelque chose en matière de sida, quelque chose de symbolique qui aura plus de portée que les messages de la FLS, vous êtes plus prompt à arracher une capote sur l'obélisque qu'à installer... Attendez, vous êtes plus prompt à l'arracher, puisqu'elle a été arrachée, qu'à installer des distributeurs de préservatifs dans les lycées ou des distributeurs de seringues dans les villes. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre à tout ça ? Attendez, c'est qui le ministre de la Santé en France? C'est le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice? C'est Pasqua, c'est ça? C'est clair pour une fois. Mais non, j'arrête pas. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida et une fois de plus, la France s'illustre dans des conneries. Vous faites que des conneries au ministère. Vous avez plus urgent à faire que vous intéresser des malades du sida, c'est ça? Les retrouvailles officielles de la famille Boutboul, la mère de Dari affirme que son gendre enquêtait sur un dossier explosif qui la concerne. Tous les journalistes m'ont dit. Quoi? Mais ça me va plus. Je suis content de te retrouver, tu sais. Regarde. Pourquoi on n'a pas pu se retrouver sans tout ça, sans qu'il y ait la mort de Jacques au milieu de tout ça, pourquoi? Mais quand même, c'est assez surprenant, un père qui décide de disparaître totalement dans la circulation pour sa fille. Oui, mais je vais vous dire, l'état d'esprit d'un homme de 45 ans et de 74 ans n'est pas le même. C'est sûr. Et quand j'étais plus jeune, j'avais plus de fougue et de dynamisme, et je voulais être indépendant et ne pas subir les entraves d'une vie familiale étroite, si on peut dire, à mon point de vue, pour moi, ma liberté. Donc quand vous avez divorcé, vous avez décidé de couper court? J'ai séparé, oui, je ne voyais plus. Quand j'ai quitté Elisabeth, je ne voyais plus Dari. Mais je continue à voir de temps en temps Elisabeth. Et là, elle m'a fait part des troubles que pouvait avoir le temps passé, les troubles que pouvait éprouver Dari avec ses petites copines de classe ou n'importe quoi. Et je me rappelle très bien, elle dit après tout, mais dis-lui que je suis mort, comme ça il n'y aura plus de discussion. Vous avez fait quoi cette nuit? Cette nuit? Alors là, on a vu un géant de 10 mètres lire l'avenir dans une énorme boule. Oui, et puis le géant est devenu tout petit à côté d'un immense bateau. Oh, tu te rappelles quand le bateau a échoué près du volcan? Oui, et quand le volcan s'est transformé en île mystérieuse. Vous êtes sûr que ça va tous les deux? Ah, mais je te le jure que c'était une île. Les nuits fantastiques du loto. N'attendez pas qu'on vous les raconte. Les nuits fantastiques du loto, spectacle gratuit ce soir à 22h30 au Touquet, parking Aqualude.
nos atouts sont de 3 ordres. Ils sont liés au coût, ils sont liés à la souplesse et ils sont liés également aux résultats. En ce qui concerne les coûts, je vous garantis pour plus de 1000 emplois des charges patronales diminuées de 50%. Je vous garantis également une main-d'œuvre qui sera payée uniquement au rendement. Et je vous garantis également un contrôle extrêmement spécifique des articles rendus. Pour la souplesse, eh bien, nous pouvons nous adapter à des calendriers même extrêmement contraignants. Tenez, récemment, nous avons mis en sachet 1 million d'articles en moins de 15 jours. Je vous garantis également qu'il n'y aura pas d'absentéisme. Je vous garantis que nous travaillerons 12 mois sur 12 et qu'il n'y a pas de conflits sociaux à l'intérieur de l'entreprise. Au niveau des résultats, je vous propose un savoir-faire extrêmement large qui ira depuis les tâches les plus répétitives jusque, si vous le désirez, le développement de logiciels informatiques. Je pense vous avoir convaincu. Je vous propose de venir, de nous rencontrer et d'en parler. Chaque jour, des conseillers de la DRSP sont à votre écoute. Ils s'engagent dans la stratégie de votre entreprise. Ils font face aux contraintes et recherchent les solutions adaptées à vos besoins. Répondre à la démarche spécifique de votre entreprise, garantir une prestation de qualité, devenir le partenaire d'ouverture et de dialogue, apporter des solutions avantageuses et rentables, tels sont les atouts dont dispose la Direction régionale des services pénitentiaires. Qu'il n'y a rien à faire. Parce qu'on est submergé et qu'il y a beaucoup trop de cas, il y a beaucoup trop de monde qui afflue encore, qu'il y a déjà, sur le chemin, quand on est venu ce matin, il y avait déjà 800 corps qu'on a découverts comme ça sur le bord de la route. Quand on est arrivé ici, il y avait encore une centaine de corps. Qu'on repasse pour l'instant pour reprendre encore tous les corps qui sont décédés, il y en aura encore une centaine. Et que de toute façon, réhydrater les gens avec le personnel qu'on ne connaît pas, qu'on a engagé comme ça, avec 2-3 expats, on est dépassé complètement. Les expats, c'est les expatriés. Vous êtes combien de médecins sans frontières? Pour l'instant, on est 3 médecins ici, 2 médecins et 3 infirmières, je pense, expats. C'est tout. C'est totalement insuffisant. Devant l'ampleur, oui, c'est tout à fait. Qu'on soit là ou pas là, je crois que l'impact, il est très faible. Mais vous arrivez quand même à sauver certaines personnes? Sauver, j'espère quand même. Mais de toute façon, demain, quand on va revenir, il y aura encore 2 fois plus de morts, ça c'est sûr.
Bill Clinton, arrivé hier soir, n'a pas manqué son jogging quotidien, malgré les 25 degrés dès 8 h du matin.